messieurs, bonjour. Bienvenue dans cet entretien du canal Futur Télévision. Nous sommes dans les chaînes des montagnes de Mouloumé-Mounene, dans le territoire des Kabaré, précisément au sud Kivu. Nous sommes toujours en compagnie de l'honorable président Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise, que nous accompagnons dans cette campagne pour l'enrôlement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'étape du nord et sud Kivu. Et nous avons vu, nous tous, comment il est entré dans la ville de Goma et dans la ville de Bukavu. Et c'était comme si la population l'attendait. Et depuis des années qu'il n'est pas passé ici, ça fait une année et plus, je crois. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec lui. Et on ne va pas s'atteler sur l'objet de sa mission parce que nous la connaissons déjà. Seulement, nous voulons d'abord savoir, Vital Kamerhe, bonjour. Quelles sont vos impressions d'abord face à l'accueil vous réservez à Goma et à Bukavu? Je suis un homme comblé parce que vous savez que nous les leaders sans la population, nous n'existons pas. Et chaque leader doit être fier d'avoir d'abord une base qu'on appelle sa base arrière, puisqu'on ne vous raconte pas des histoires, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays du monde. Un leader politique, il est à l'échelle nationale, mais il a un ancrage au niveau de son patelin, il vient de quelque part. Et là, je suis très heureux de voir qu'après exactement 2 ans que je n'ai pas été ici, c'est comme si c'était 20 ans pour la population. Oui. Et je suis très heureux de cet accueil, de voir que cette population continue à me faire confiance. Vous avez entendu vous-même tous les cris qui disaient oui, Baba, c'est vous le papa. Oui. Oui, c'est vous qui allez relayer nos chants, nos chants de détresse, nos malheurs. C'est vous qui allez résoudre nos problèmes. Donc tout cela me donne encore beaucoup plus de prise de conscience du rôle que nous devons jouer, du résultat que nous devons atteindre, de la manière dont nous devons finaliser, réactualiser notre vision, puisque une vision, un programme, ça doit répondre aux besoins de la population. Quand nous arrivons à Goma, contre toute attente, tout le monde parle taux dollar, je ne comprenais rien. Je sais que le taux du dollar a grimpé, je le sais très bien. Oui. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il a fait autant de ravages dans le nord et Sud Kivu. À Kinshasa, ça fait des ravages. Mais dans le nord et Sud Kivu, les gens sont réellement en enfer. Quand ils vous parlent des taux du dollar, c'est pour vous dire, Mheshimiwa Kamerhe, notre leader, si vous pouvez vraiment nous obtenir qu'on puisse améliorer le taux du franc congolais, puisque nous ne savons plus rien acheter, Oui. nous ne savons plus rien vendre, et en même temps, les opérateurs économiques font l'objet de multiples. Ouais. Ce qui fait que, de part et d'autre, et l'opérateur économique, et les ménages qui sont censés consommer, donc l'activité est bloquée. Ce n'est pas encore le moment de la campagne, vous l'avez précisé dans votre speech, mais nous avons vu que votre message a plutôt changé par rapport à votre message de Kikwit. Ici, on a vu un Vital Kamerhe qui s'est justifié à la population par rapport à la participation au dialogue. C'est la redevabilité. Quand vous êtes un leader et surtout quand vous savez que vous n'êtes pas seul à Kinshasa, il y a des fossoyeurs, des menteurs. Vous savez, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Moi, je n'ai jamais envoyé de messages dans les bandes de pour dire voilà, tel votre leader a trahi parce qu'il a participé à la conférence de la Senko ou au Kassai pour dire que votre leader a participé pour parler de la Senko. Puisqu'après tout, le dialogue, ce ne sont que des concepts qu'on est en train d'échanger. Alors, il y a des leaders qui voient les choses venir et ils prennent la décision à temps, tout en étant conscients qu'il y a des gens qui vont manipuler la population. Oui. Tout en étant conscient que la population elle-même ne va pas comprendre pourquoi notre leader, à ce moment-ci, il va aller dialoguer. Mais nous étions, et je l'ai dit à la population du Nord et du Sud Kivu, nous étions devant 2 chemins. Le chemin du chaos, c'est-à-dire le sang doit couler encore davantage, tout en sachant que nous déplorons plus de 7 millions de morts dans notre pays.
cette voie du chaos peut conduire effectivement au changement. Oui. Mais quel changement? Ça peut être aussi un troisième larron qui vient, qui balaye tout le monde, et l'ordre constitutionnel, et les avancées au niveau de la démocratie pour nous ramener au point zéro. Mais le deuxième chemin, c'est celui de dire, bon, écoutez, puisque nous avons obtenu nous-mêmes, et c'est nous-mêmes qui avions demandé ça, la résolution 2277, allons au dialogue, nous avons dit Edem Kodjo, mais pas seul, mais comme il avait déjà un groupe de contacts, nous disons, mais je crois que les conditions sont réunies, puisque le Premier ministre Edem Kodjo ne va pas venir nous faire dire ou nous faire accepter ce que nous ne voulons pas faire. Et c'est à nous, et j'ai toujours répété, le problème il est congolais. La solution qu'il faut y apporter, elle doit être congolaise. Nous, les leaders congolais, nous nous comportons comme des irresponsables, comme si quelque part, c'est la communauté internationale, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, Londres, Bruxelles, Paris, ces gens-là vont venir résoudre nos problèmes. Non, ils ne feront que nous accompagner. Voilà pourquoi j'ai expliqué à cette population, et elle-même, nous avons posé la question à haute voix, et là, les images ne trompent pas. Elle a répondu clairement, et vous avez entendu, il ne nous a pas trahi. Baba, tu as sauvé des vies humaines. Alors moi, je suis très content quand j'entends ça. Et une population surprise aussi quand ils ont appris qu'ils sont maintenant au nombre de 7 millions d'enrôlés. Mais il y a aussi une crainte que vous avez soulevée vous-même par rapport à l'enrôlement, soit des gens qui ne sont pas congolais, soit des gens qui sont déjà décédés, et même en soulevant le point sur la CNSA que l'opposition signataire est en train de réclamer, vous avez plus accentué que votre mission, ça sera maintenant, là où l'enrôlement est déjà fini, ça sera l'audit du fichier. Comment est-ce que vous pensez pouvoir faire ça? D'abord, je voudrais vous dire que les 7 millions d'enrôlés, c'est une réalité. C'est une réalité et ça ne doit étonner personne. Nous partons de 2 millions jusqu'à ce jour. Il y a un accroissement de la population. En même temps, nous, les Sud Kivu, Nord Kivu et les Maniema, l'ancien Kivu, nous avions subi notre coupe chirurgicale avant les autres, en 82. Donc on avait déjà fait le découpage du Grand Kivu et qui a donné lieu aux 3 provinces du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu. À ce moment-là, c'était avec beaucoup d'amertume que nous avions accueilli ces découpages, puisque nous, que ce soit les Maniema, le Nord ou le Sud Kivu, nous sommes tous des Kivusiens. On n'a pas compris pourquoi on nous a séparés. Mais aujourd'hui, ça nous profite, puisque vous avez vu, les Maniema hier avaient 600 000 électeurs. Aujourd'hui, les Maniema tendent vers 1 million, 1200, 1300 électeurs. Le Sud Kivu avoisine les 2 800 000. Le Nord Kivu est au-delà de 3 800 000. Et nous n'avons pas encore terminé l'enrôlement. Ça signifie que le Sud Kivu va dépasser les 3 millions. Ça signifie que le Nord Kivu va augmenter un peu davantage. Et c'est comme ça que dit à la population, au jour d'aujourd'hui, les 2 provinces du Nord et du Sud Kivu totalisent 7 millions. Si nous ajoutons les Maniema, nous sommes presque à 9 millions et demi. Ces 3 provinces, quand on va ajouter l'Ituri, nous serons presque à 13 millions, 14 millions d'enrôlés. Mais ces provinces-là peuvent à elles seules décider de l'avenir du Congo en ce qui concerne la présidentielle. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas apporter le même message partout. Nous avons dit dans le Bandundu que nos militants et toute la population s'enrôlent. Parce que l'enrôlement va donner à chacun d'enrôler la carte d'électeur qui vous donne 3 avantages. Elle fait office provisoire, de la carte d'identité provisoire. Elle vous permet d'entrer dans les bureaux de vote pour élire votre candidat, qu'il soit au niveau de la provinciale ou de la législative nationale ou de la présidentielle. Et elle vous permet aussi à vous-même d'être éligible pour autant que vous remplissiez les conditions. Mais cela, il faut expliquer à la population. Il faut aussi expliquer à la population. C'est pourquoi nous avons quitté Kinshasa, où l'actualité, c'est le partage de pouvoir. Je ne suis pas contre ça. Je ne veux pas vilipender les uns et les autres. Mais si nous tous, nous restons à Kinshasa, en train de partager le pouvoir et abandonner le peuple dans les Congo profonds, le peuple finira par comprendre que nous travaillons pour nos propres intérêts. Voilà pourquoi je veux dire à la population que ce soit le dernier partage du pouvoir. Le pouvoir doit vous revenir à vous, le peuple. Et de quelle manière?
c'est à travers les urnes. Mais les urnes, pour y arriver, il y a une étape importante. C'est l'enrôlement. Voilà pourquoi je voudrais dire aux présidents des autres partis politiques, il ne faut pas avoir honte ni peur d'imiter ce qui marche. Je viens de le faire, faites-le aussi, puisque moi je vais continuer à le faire. Nous avons décidé au niveau de l'Union pour la nation congolaise de créer notre propre centrale électorale. Oui. Mais vous avez appris que le PPRD l'avait fait. Oui, aussi. Nous n'avons pas honte d'imiter ce qui est bon. Oui. Le PPRD l'a fait, mais nous allons le faire et chez nous, ça va marcher mieux. Mais une autre crainte que la population a maintenant, le discours du chef de l'État devant le Congrès nous a renvoyé à un calendrier qui sera publié par la CENI. Vous-même, vous êtes signateur de 2 accords, c'est-à-dire l'accord du 18 octobre et l'accord du 31, qui prévoient 2 calendriers différents. Quel est le calendrier que vous-même vous trouvez être réaliste? Il n'y a pas de calendrier différent. Il faut d'abord rectifier ce que vous venez de dire, puisque l'accord du 18 octobre comporte l'article 24. C'est-à-dire, nous, signataires de cet accord, nous avions reconnu qu'il n'y avait pas l'inclusivité recherchée. Et nous avions ouvert la signature de cet accord aux amis du Rassemblement et du Front pour le respect de la Constitution qui n'avaient pas signé, pour bénéficier des mêmes droits que nous, et obligations bien sûr. Cet accord-là prévoyait les élections le 29 avril 2018. Effectivement. Mais il y a eu des avancées significatives. 2 choses. La première, c'est que dans l'accord du 31 décembre 2016, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de changement, il y a des changements notables. Là où nous avons écrit dans des mots presque flous que le président n'aura pas de 3e mandat, dans l'accord du 31 décembre 2016, c'est écrit noir sur blanc que le président actuel ne briguera pas le 3e mandat, en citant sa propre phrase devant les 2 chambres réunies en congrès. Oui. Le 2e élément, qui est une avancée notable, c'est que dans l'accord du 31 décembre 2016, les élections couplées, c'est-à-dire présidentielles, législatives nationales et les provinciales vont se faire le même jour, mais à la fin du mois, à la fin de l'année de 2017. Oui. Mais quand on dit la fin de 2017, est-ce qu'on vous a donné une date précise? Pas du tout. Non. Donc aujourd'hui, nous savons qu'on a donné une limite à la CENI. Oui. C'est 2017. Maintenant, quand le président dit que la CENI va publier les calendriers, d'abord, c'est une prérogative constitutionnelle de la CENI, l'article 222. Oui. 2, je crois, si j'étais à la place du président, je suis en train de penser sur le fait que la CENI doit donner maintenant les différentes étapes, puisque dans son discours, le président lui-même l'a dit aussi, Oui. qu'après le 31 juillet, quand on aura fini l'enrôlement, qui avance bien, nous sommes presque à 22 millions d'enrôlés au séjour, il n'y aura pas d'autre prétexte ou des raisons de ne pas organiser les élections. Et sa phrase de ne pas convoquer le scrutin électoral. Parce que vous savez, l'étape qui suit, c'est la convocation du scrutin électoral. Donc je pense que la CENI, le président est en train de l'interpeller, puisque dans notre accord du 18 octobre, nous avions donné une date précise pour la convocation du scrutin électoral. Nous avions donné une date précise pour la tenue des élections. Mais dans l'accord du 31 décembre 2016, on n'a pas donné de date, on a voulu laisser cette prérogative constitutionnelle à la CENI. Et donc, il est question que la CENI donne un calendrier qui est contenu dans les limites fixées par l'accord du 31 décembre 2016. Et quand je parlais du CENSA, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, pour nous tous, nous avons tendance de dire la CENSA ou le CENSA. Parce qu'il y en a qui pensent à la commission, il y en a qui pensent au comité, mais c'est le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Donc, habituons-nous à parler de plus en plus du CENSA. C'est le CENSA. Et donc, le CENSA va jouer un rôle important. Et parmi ces missions qui sont dans l'accord du 31 décembre 2016, c'est entre autres de suivre la mise en œuvre de l'accord. Parmi les actions qu'il va poser quand il sera installé, c'est de diligenter l'audit de la CENI. Et l'audit le plus important à nos yeux, c'est celui de savoir est-ce que l'enrôlement actuel est en train de se passer conformément aux normes et de façon transparente. Est-ce qu'il n'y a pas d'étrangers qu'on est en train d'enrôler, puisque ça et là, les gens se plaignaient. Mais heureusement, ici, au nord et au sud Kivu, le phénomène n'est pas aussi décrié qu'en 2011. Oui. Et je suis très heureux de constater, avant même que les 500 ne commencent, je suis très heureux de constater que moi-même, je me suis fait enrôler ici. Je n'ai pas voulu faire à Kinshasa.
pour deux raisons. La première raison, dans la capitale, souvent on va dire oui, la CENI va se comporter convenablement pour éviter les critiques des ambassadeurs, les critiques des autorités à Kinshasa. Mais je n'ai pas fait à Bukavu, j'ai fait dans les cabarets, territoire des cabarets. Oui. Là, c'était pour voir d'abord, puisque j'ai entendu certains de nos amis leaders pour dire oui, ici, les machines de la CENI la chauffent tout le temps. Pour enrôler une personne, ça prend même 1 heure de temps par jour pour enrôler 10 personnes. Oui. Mais j'étais là, vous étiez là, et j'ai demandé aux caméramans de prendre. Et d'autres personnes que nous avons trouvées dans la salle, donc il n'était pas quelque chose de Je n'ai pas fait de mobilisation, je suis venu, je me suis fait enrôler, et d'autres personnes se sont fait enrôler. C'est mon opération, mon total a pris 10 minutes, et j'avais ma carte d'électeur. On m'a même posé la question si j'avais besoin de mon duplicateur maintenant ou quand j'aurais perdu ma carte. J'ai dit, puisque je ne vais pas perdre ma carte, donnez-moi mon duplicateur. Donc on m'a donné mes 2 cartes d'électeur, la carte d'électeur et les duplicateurs. C'est extraordinaire. Parlant du CNSA, Vital Kamerhe, le président de la République vous a donné un délai pour vous entendre. Est-ce que vous avez déjà commencé les pourparlers? Je crois que les pourparlers ont commencé à Kinshasa. Sans vous? Non, je n'incarne pas, moi, c'est l'opposition signataire. Nous avons des amis de l'opposition signataire et j'ai fait confiance à tous les amis. Surtout quand c'est moi qui suis dans cette position-là, où tout le monde pense que j'ai ce profil-là. Puisque, sans fausse modestie, le président Etienne Tshisekedi, nous lui avons donné par consensus ce poste-là parce qu'il avait eu 5 200 000 voix. Moi, j'en ai eu 1 700 000. Il s'est battu pour la démocratie dans ces pays comme personne d'autre. Qui dans cette salle-là pouvait dire, bon, moi je peux égaler Tshisekedi? Personne. Mais après que Dieu l'ait appelé vers lui, paix à son âme, nous n'avions pas prévu cette étape. Mais je crois que je demande à mes amis, à mes frères et sœurs de l'opposition, qui ont signé l'accord du 31 décembre 2016, de me faire confiance. Ils m'ont vu ministre de l'Information, ils m'ont vu secrétaire général du PPRD, ils m'ont vu président de l'Assemblée nationale, ils m'ont vécu aussi opposant, candidat en 2011, avec mon parti que j'ai créé. 9 mois après, j'avais 18 députés. Et là, nous sommes en train de renforcer le parti. Ils connaissent ma capacité de rassembler les amis et d'œuvrer et surtout de parler pour les autres. Ma détermination et non mon obsession, c'est de veiller à ce que cette institution puisse constituer le contrepoids à la CENI et que le peuple puisse savoir ce qu'il est en train de rechercher pour le moment, les élections. Mais s'ils estiment qu'ils doivent donner à quelqu'un d'autre, je vais soutenir, je n'ai pas de problème. Je n'en fais pas une histoire de vie. Et je vous remercie pour cet entretien dans ma ferme. C'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis dans votre ferme. Là, voilà. Donc ce sont des vaches que j'ai voulu changer toutes les races locales. Maintenant, quand elles produisent, nous essayons de distribuer aussi la race, de la répandre dans le milieu. Et là, nous avons l'Antibouaki qui nous aide aussi pour l'amélioration de la vache. Et ça nous donne beaucoup de lait. Et en même temps, vous voyez que ce sont des vaches, ça n'a rien à envier à des vaches au niveau de la Hollande, au niveau de la Suisse, au niveau de la Normandie. Au Congo, on peut faire aussi notre petite Suisse, notre petite Normandie, notre grande Normandie, puisque nous, les pâturages, nous l'avons. Toutes ces collines-là, nous sommes toujours dans mon domaine. Voilà. Donc, en dehors de ceci, nous voulons faire la pomme de terre puisqu'elle pousse bien. Nous sommes là, et à Bukavu, il fait 22 degrés, mais ici, nous sommes à 16 degrés. Mais pendant la période où il fait froid, ici, vous avez la neige. Hein? C'est au moins 1 degré ici. Nous reviendrons ici pour que vous nous parliez un peu plus. Nous vous remercions de nous avoir accordé cette